Mon Antonine chérie, nous sommes aujourd'hui le samedi 29 mars. Hier, j'ai décidé de prendre résolument distance avec le discours médiatique. Comme tu le sais, j'avais déjà pris cette résolution bien avant que cette crise sanitaire n'éclate, trouvant ce discours profondément anxiogène, agoraphobe et délétère. Je place ma santé mentale à un très haut prix, et rien de ce que je pouvais entendre ne m'apparaissait, après réflexion, déboucher sur quelque chose de sain à penser et à vivre. La propension de la couverture médiatique à se faire systématique, totale et absolue par son flux ininterrompu, où sans cesse les mêmes informations sont énoncées plusieurs fois pour être discutées, revues, révisées, rediscutées et enfin récapitulées ad nauseam, me donne à très court terme la nausée. Le très grave et le très léger, pour ne pas dire l'inepte, se côtoient sans discontinuer. Rien n'y est donné gratuitement. Tout est annonce de vente, et ce qui, à mes yeux, est le plus préjudiciable, ce sont les mises en scène de plus en plus grossières auxquelles se livrent la plupart des journalistes pour communiquer leurs informations. Aucun discours ni aucun propos ne s'y présente sans phare ni masque. La plupart du temps, on tente de saisir le téléspectateur à la gorge par l'émotion en le plongeant directement dans la détresse d'une personne concernée par l'information qu'on souhaite communiquer. La mise en scène consiste à feindre l'objectivité et le recoupement des sources, alors que rien ne fait véritablement l'objet d'une question. Tout y est affirmé. Le recours à l'émotionnel est d'ailleurs la preuve la plus flagrante que les journalistes n'ont pas su ou n'ont pas voulu faire un travail d'enquête véritablement objectif, réfléchi et référencé, sans doute convaincus d'avoir accès intuitivement au vrai, comme par magie. Cette manière arrogante de présenter des informations, dont on se demande souvent si elles valent la peine d'être relevées et encore davantage communiquées, recèle un mensonge bien plus grave que l'approximation de ces demi-vérités ressassées de plus à longueur de journée, car ce mensonge s'appuie sur la conviction que l'opinion publique ne peut se constituer autrement que par la manipulation. Cette conviction, toute machiavélienne encore, est la plus néfaste qui soit. Elle nuit à tout et à tous, aussi bien aux auditeurs qui, pour la plupart, ne sont pas dupes et éprouvent par là un sentiment d'injustice profond et tenace, qu'aux locuteurs eux-mêmes et aux institutions qu'ils sont censés représenter et que plus personne désormais ne veut croire. Cette surenchère dans l'aveuglement, la mise en scène grossière à laquelle se livrent les médias, la complaisance et le mensonge ont aujourd'hui atteint leur paroxysme. Je refuse catégoriquement de participer à cette décomposition morbide et complaisante de l'opinion publique. Qu'on est loin de Socrate, encore une fois, qui faisait de sa manière de vivre pauvre et humble le témoignage le plus accessible et le plus probant de la véracité de ses discours. Lors de son procès, il disait « C'est un témoignage suffisant de la vérité de ce que je dis, celui que j'apporte moi-même, ma pauvreté. » Puisse chaque homme ou femme qui se pique de prendre la parole en public méditer cette parole socratique pleine de bon sens. Aucune parole publique ne devrait se prononcer, ni même se concevoir, sans avoir conçu au préalable un souci exact et rigoureux de l'opinion publique à faire valoir, ainsi que du bien commun. Nous avons, ta mère et moi, décidé de nous partager la tâche au demeurant très ingrate de se renseigner sur l'état du monde qui, à mes yeux, souffre beaucoup plus d'une forme de psychose sévère que d'une quelconque maladie virale. À tour de rôle, nous allons y jeter un œil scrutateur et précautionneux, en privilégiant la presse écrite et en évitant autant que possible les images et les discours oraux. Ensuite, nous en informons l'autre qui dès lors est en mesure d'accueillir avec la distance critique nécessaire ce qu'il faut en retenir.
Je reviens à ma réflexion. Mais avant de te parler de Socrate et de sa philosophie, il me faut rapidement aborder quelques considérations de nature technique. Les textes dont je parle, et particulièrement ceux de la philosophie ancienne, se trouvent désormais sur la toile assez facilement, et je l'espère pour longtemps. Il va sans dire qu'il est indispensable de les lire soi-même pour en comprendre le sens et la portée, pour apprécier aussi à leur juste valeur les nombreux discours qui en parlent comme le mien. Nul n'est à l'abri d'une erreur de lecture ou d'interprétation, et la prise de distance avec tout discours de quelque nature qu'il soit est toujours de mise. C'est d'ailleurs la particularité de la philosophie, du moins celle dont je parle, l'ancienne, que de tirer sa force et sa puissance de l'unique parcours et du seul travail que l'apprenti philosophe consent à faire au sein de la parole philosophique qui lui parvient. La singularité de ce travail équivaut à une véritable transformation de soi-même qui ne peut s'appuyer que sur l'irréductible singularité de celui qui le réalise. Aussi, bien plus qu'être simplement lue, la parole philosophique doit être appropriée, mémorisée, méditée, communiquée, critiquée, retournée, dépliée, expliquée, transmise à soi et aux autres, inlassablement. Elle doit être tout simplement parlée, sans discontinuer. J'attire l'attention cependant sur le grand décalage que tu ne manqueras pas de découvrir lors de tes premières approches des textes philosophiques, dont l'apologie de Socrate, entre le mode de lecture qu'il requiert et notre manière de lire actuelle. Ce décalage provient de l'idée qu'on se fait du texte et plus généralement du statut qu'on accorde à la parole en général. Je laisse de côté ici la parole poétique qui a un statut à part. Selon l'idée communément admise de nos jours, toute parole sert à communiquer un ensemble d'informations grâce auxquelles on souhaite produire certains effets sur les hommes et sur le monde. Ce qui renvoie à une approche de cette parole et à un mode de lecture qui consiste à décrypter et à dénombrer le plus rapidement possible les informations qu'elle contient. Il s'agit d'une lecture cursive et quantitative qu'on souhaite la plus rapide possible puisqu'il s'agit d'accumuler un contenu d'information. Dès que ce contenu a été identifié, la parole en elle-même devient inutile et on ne lui accorde guère plus d'attention que la pelure d'une orange après l'avoir mangée. On s'en débarrasse, on l'oublie ou on la stocke dans des classeurs en guise d'aide-mémoire. On y revient lorsqu'on pense avoir besoin à nouveau des informations qu'elle contient. Considérée de cette façon, la parole n'est rien d'autre qu'un réservoir à informations et elle n'a pas d'autre statut que celui d'aide-mémoire. Elle peut être aussi perçue comme très étroitement liée à une volonté de pouvoir. En effet, si le ressort exclusif de la parole est de délivrer une série d'informations, toute l'attention converge sur la valeur à accorder aux informations, sur leur qualité, sur leur véracité, sur la pertinence de les communiquer, de les crypter ou de les taire. La parole devient, ainsi qu'on le croit, une force qui est censée produire un certain effet sur les autres, voire une arme pour incliner les volontés dans un sens souhaité. Aide-mémoire ou force, tels sont les deux seuls statuts que nous accordons à la parole. La parole a toujours été conçue et utilisée de cette manière par les hommes, mais les philosophes, comme les mages, les prophètes ou les poètes, c'est-à-dire tous ceux qui anciennement revendiquaient la possibilité d'un dialogue avec la divinité ou l'intelligence qui préside à l'agencement des forces de ce monde, ceux-là lui attribuaient à la parole d'autres pouvoirs, celui notamment de transformer l'âme, l'esprit ou la pensée de celui qui l'utilise ou de celui qui l'écoute. La parole, dans ce cas, ne se réduit pas à transmettre un contenu d'information en vue parfois d'avoir une emprise sur la volonté et la conscience des autres, mais
à se libérer soi-même de toute emprise, en toute conscience. Plus la pratique d'une certaine parole s'intensifie, plus la transformation de soi opère, et plus la conscience s'amplifie, plus la raison devient solide et précise, et plus l'intelligence enfin gagne en agilité et en force. C'est donc tout le contraire d'une parole qu'on subit ou qu'on reçoit, tel un vase qu'on remplit d'eau. Il s'agit là plutôt d'un rapport à la parole qui confère à celui qui se l'approprie une force de pensée et une puissance d'action sans cesse renouvelée et décuplée. Pour retrouver cette approche de la parole, il est nécessaire de renouer avec l'idée selon laquelle l'intelligence est le plus sûr moyen d'adopter une conduite ou une action qui soit conforme à ses convictions, à ses valeurs et à ses désirs. Que par suite cette intelligence est une des parties constitutives de l'être animé que nous sommes et que, pour cette raison, elle éprouve l'impérieux besoin d'être animée, tout comme un muscle a besoin d'être actionné pour gagner en amplitude, en agilité et en force. À l'instar du muscle, le poids que l'intelligence doit utiliser, le mouvement qu'elle doit épouser pour grandir est celui d'une certaine parole, dont la parole philosophique. La parole philosophique n'est pas en effet le seul moyen de donner de la puissance à son intelligence, à sa pensée et à son action. Toute parole méditative telle la poésie ou la psalmodie, je pense ici aux psaumes de l'Ancien Testament, est une source formidable parmi d'autres de déploiement de l'intelligence, tout à la fois théorique, abstraite et pratique, concrète, en un mot, spirituelle, pour autant qu'on la rende réflexive. La parole philosophique et spécifiquement la parole de type socratique ont ceci de particulier qu'elles invitent les locuteurs à s'approcher au plus près et à épouser les schèmes réflexifs que toute parole contient, si ces derniers apparaissent du moins dignes d'adhésion, schèmes qui deviendront ceux grâce auxquels on peut se conduire dans la vie de tous les jours. Je n'en dis pas plus, car il ne sert à rien de trop surcharger l'esprit. Dans notre découverte de l'apologie de Socrate, nous aurons suffisamment d'éléments pour le comprendre. Qu'il me suffise de t'encourager à ne jamais te lasser de lectures et de discussions philosophiques, tout en te prévenant de la densité réflexive peu commune des textes philosophiques anciens. Qu'il ne soit pas pour cela un motif de découragement. Ces discours, en effet, ne se lisent pas comme un simple texte informatif. La plupart sont assez courts, ce qui autorise et même requiert une lecture lente, qui se donne la peine de s'arrêter pour réfléchir à ce qui vient d'être lu, de revenir en arrière, de noter les mouvements de pensée auxquels il renvoie et de ne jamais se décourager si de prime abord on n'y perçoit aucun ordre logique. Cet ordre y est volontairement caché pour que l'auditeur-lecteur, justement, s'habitue à le reconstituer de lui-même. Ainsi, une parole, ou pour mieux dire, une force philosophique advient en lui. Pardonne-moi, mon Antonine chérie, si ces considérations de nature technique t'ont paru trop longues, mais il m'était impossible de m'en dispenser tant leur importance est grande. Je reviens donc à Socrate. J'ai rappelé dans ma précédente lettre que Socrate était reconnu comme le père de la philosophie occidentale parce qu'il avait refusé de vivre sans philosopher. Il conférait ainsi à la philosophie une valeur plus grande que sa propre vie et la plaçait au rang des choses dont l'homme doit d'une manière ou d'une autre prioritairement se soucier pour vivre, non pas tout seul, mais en communauté. Car c'est mu par le profond désir du bien commun qu'il a décidé de mourir, et animé aussi par un souci inaltérable de justice. Il fait ainsi de la philosophie une affaire à la fois éthique et politique. C'est aussi par la distance qu'il prend avec la philosophie telle qu'elle s'enseignait et se pratiquait avant lui qu'on le reconnaît comme novateur.
La plupart des savants à son époque étaient principalement ce qu'on appelle naturalistes. Ceux-ci s'occupaient de connaître les causes de toutes choses, l'air, la terre, le feu, l'eau, et leur agencement qui donne forme au monde tel que nous le connaissons et le voyons. Le déplacement de Socrate vis-à-vis de ces naturalistes est très net et est expliqué assez clairement dans le Phédon de Platon. Le Phédon relate le moment ultime où Socrate, avant de mourir, passe du temps avec ses amis les plus proches qui l'accompagneront d'ailleurs jusqu'à son dernier souffle. C'est l'occasion pour Socrate de donner des précisions sur sa manière de voir les choses et de les vivre. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment qu'il explique son rapport avec la philosophie et les philosophes qu'il côtoyait à l'époque, ainsi que les relations de sa rupture avec leur manière de penser et surtout de concevoir le rôle de la philosophie dans la cité. Selon lui, les causes les plus importantes dont doivent se soucier les hommes ne sont pas les causes naturelles, celles dont la connaissance nous renseignera sur le mouvement des éléments matériels, des astres, des eaux, des vents, de la terre, des corps, des os, des muscles, de la chair ou du sang. Pour étayer sa position, il formule un raisonnement d'une extrême utilité pour apprécier toute situation d'existence. Il invite tout d'abord à distinguer deux sortes de causes. L'une est ce sans quoi une chose ne peut exister. L'autre est ce pourquoi une chose existe, à savoir sa cause réelle, qui n'est pas nécessairement une chose passée. Il se prend lui-même comme exemple. Il est certain que sans ses os, ses muscles ou sa chair, il ne serait pas là, assis, en train de discuter avec ses amis. Toutes ces choses, un naturaliste peut s'essayer d'en expliquer la nature et le fonctionnement. Mais, ajoute Socrate, cela ne nous avancera pas à grand-chose, puisqu'en dernier recours, s'il est dans la position où il se trouve, ce n'est ni ses os, ni sa chair, ni ses muscles qui en sont la cause. C'est tout simplement parce qu'il a jugé plus juste et plus beau d'être assis, plutôt que de fuir et de s'évader pour échapper à un jugement qui le condamne à une mort certaine. Il y a donc un niveau de réalité philosophique auquel le simple naturaliste ne peut accéder, celui des jugements que les hommes forment et adoptent pour agir les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres, parce qu'ils ont pensé qu'il était le plus juste de penser et d'agir de la sorte. Ce niveau de réalité est immédiatement éthique et politique, et non plus seulement naturaliste ou matérialiste. Ce niveau de réalité requiert l'exercice, tout d'abord de la pensée, de la raison et de l'intelligence, dont l'outil est l'utilisation d'une certaine parole interrogative, et non plus la seule observation des phénomènes sensibles. Enfin, il s'appuie sur ce moment de rencontre particulier entre les hommes qui leur assure, dans le meilleur des cas, une certaine cohésion sociale, quand ce n'est pas la constitution d'une franche et loyale amitié, à savoir le dialogue. C'est ce nouveau périmètre de réalité éthique et politique qui renvoie à une attitude réflexive et à une manière de vivre particulière que Socrate appelle la philosophie, celle dont il s'occupe et celle qu'il tente de transmettre par tous les moyens lors de chacune de ses rencontres avec les autres membres de sa communauté. C'est précisément cette attitude réflexive, critique au sens rationnel du terme, et tout entière dévouée à la cité, qui est visée lors de son procès. C'est cette attitude philosophique particulière que le pouvoir tente par tous les moyens d'étouffer dans l'œuf. Socrate s'y voit accuser, en effet, des motifs les plus usités par le pouvoir, dès que celui-ci se sent menacé, à savoir ceux qui concernent directement les relais de son idéologie. Il s'agit d'une part du discours que le pouvoir considère comme le plus sacré. À l'époque de Socrate, ce discours est de nature religieuse, à tout le moins le discours des instances religieuses qui font alliance avec le pouvoir politique en place.
De nos jours, le discours considéré comme le plus sacré est celui de l'information, celui que rien ni personne ne peut fondamentalement remettre en cause. D'autre part, il s'agit de la jeunesse, à savoir cette partie de la population qui à tout moment peut échapper au pouvoir en place, car elle est de nature encore trop indocile et trop ingénue dans le bon sens du terme. Sans surprise donc, Socrate est accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse. Ce dernier a vite fait de balayer ses motifs d'accusation en renvoyant publiquement ses contempteurs à leur propre incompétence en la matière, démonstration à l'appui. Il en vient donc assez rapidement au véritable chef d'accusation qui n'est autre que sa philosophie, c'est-à-dire l'exhortation quotidienne qu'il adresse à chacun des citoyens qu'il rencontre, exhortation qui consiste à encourager chacun à privilégier l'amélioration de son âme, à savoir son esprit, son intelligence, ses pensées, mais aussi ses humeurs, ses passions et l'harmonie à établir entre toutes ces choses, non pas aux dépens de toute autre considération, mais bien au contraire, à leur profit. Car, je cite Socrate, « Ce n'est pas, dit-il, de la fortune que naît le vrai mérite. C'est le vrai mérite qui fait la bonne fortune. Les autres choses humaines aussi, toutes sans exception, dans les affaires privées comme dans celles de l'État. » Le postulat ici défendu et l'ordre des valeurs promues sont strictement à l'inverse de ceux soutenus par Jean Bodin et que je t'ai présenté dans ma dernière lettre. Toujours est-il que c'est ce postulat et l'ordre des valeurs qu'il implique qui contiennent en eux le germe d'une véritable émancipation face à tout pouvoir. Ce dernier ne mise finalement que sur nos divers asservissements aux choses matérielles et ultimement sur la peur de la mort pour exercer son emprise sur les hommes. C'est donc de cette force d'émancipation individuelle que le pouvoir qui fait face à Socrate se sent menacé. Socialement, Socrate n'est rien. Il est pauvre. Il avait à peine de quoi se chausser, paraît-il. Il ne fait partie d'aucune faction, d'aucun groupe d'influence, d'aucune institution. Il n'occupe aucune fonction sociale reconnue et n'exerce aucun métier. C'est un pur électron libre. Pourtant, il s'est tout entier dévoué à sa cité. Il a pris les armes plusieurs fois lors de campagnes militaires où il a fait preuve de lucidité et de courage, même quand son camp battait en retraite. Mais il ne valait guère plus, aux yeux des hommes importants de son époque, qu'un soldat parmi tant d'autres, de la vulgaire piétaille. Qu'à cela ne tienne, en temps ordinaire, il arpentait les rues et les allées d'Athènes et allait à la rencontre de quiconque voulait bien parler avec lui. Ce faisant, il ouvrait les esprits et les contraignait à se poser des questions utiles, sans jamais prétendre pouvoir y répondre lui-même. Socrate demeurait une énigme, au sens premier et fort du terme. Agissant ainsi, cependant, il se vantait d'être le seul à se consacrer à ce qu'est authentiquement l'art politique, le seul des hommes de son temps à s'occuper réellement des affaires de l'État. Comment cela est-il possible ? Un homme qui n'a mené aucune conquête, qui n'a rien bâti, un homme qui n'a remporté aucun butin notable, un homme qui ne possède rien et surtout un homme qui ne dispose d'aucun statut social et qui ne bénéficie d'aucune réputation de quelque nature qu'elle soit. Comment cet homme peut-il prétendre détenir et pratiquer le seul art authentiquement politique, c'est-à-dire l'art qui serait le plus utile et le plus apte à s'occuper des affaires des hommes et de l'État ? Il va sans dire que ceux qui aspiraient à occuper de grandes fonctions dans les affaires de l'État et à bénéficier des honneurs et de la grande réputation que ces fonctions octroient étaient bien embarrassés lorsque Socrate se mêlait de leur poser des questions pour mesurer l'état réel de leur savoir et pour ingénument en faire profiter l'assistance.
Au fil des années, cette attitude se fit suffisamment déplaisante pour accumuler des rancœurs parmi ces hommes qui usent beaucoup d'énergie toute leur vie durant à grappiller le moindre espace de visibilité sociale. Car le véritable ennemi de Socrate, c'est celui qui fait de cette réputation, de ses honneurs et de tous les moyens qu'il faut employer pour y parvenir, le fondement intime de son existence. L'ennemi juré de Socrate, c'est l'homme public, celui qui subit une véritable déconfiture dès lors qu'il passe au crible de la question socratique, contraint d'avouer publiquement son ignorance, concernant parfois même les choses qu'il professe de détenir soi-disant pour le bien public. Il encourt ainsi le pire des châtiments pour un homme public, se couvrir de ridicule, et ce par la seule force des questions d'un homme parfaitement pauvre et anonyme, un homme de plus qui ne se soucie absolument pas de se sortir ni de sa pauvreté, ni de son anonymat. Ils sont pris en flagrant délit de faire mine de savoir, alors qu'ils ne savent rien. Lors de son procès, Socrate a 69 ans. Les hommes qui lui font face sont des hommes politiques, mais aussi des poètes, des orateurs et des gens de métier qui ont réputation de sagesse, lassés de se sentir menacés par les questions faussement ingénues de Socrate. Ils l'accusent d'impiété et de corruption de la jeunesse. Ces motifs d'accusation sont criants d'injustice, mais Socrate ne s'en laisse pas compter. Fidèle à lui-même, il souhaite, une nouvelle fois, faire preuve de pédagogie. Sa défense consistera à expliquer ce qui l'a poussé à adopter l'attitude philosophique qu'on lui connaît, et par la même occasion à en expliquer les ressorts les plus fondamentaux. Et cette explication commence par une histoire, la sienne. Tout commence lorsque Chéréphon, son ami d'enfance, eut l'idée saugrenue d'aller consulter l'oracle de Delphes pour lui demander s'il y avait un homme plus sage que Socrate. Il faut savoir que l'oracle de Delphes était reconnu comme étant en lien direct avec la divinité et par là chargé de transmettre ses messages aux hommes. La réponse de la Pythie fut qu'il n'existait personne de plus sage que Socrate. Cette affirmation a évidemment de quoi surprendre, et quelle ne fut pas d'ailleurs la surprise de Socrate lorsque Chéréphon la lui communiqua. Elle n'en va pas moins déterminer l'attitude du philosophe pour aller à la rencontre de ses citoyens et fonder ainsi un véritable art de vivre. De fait, toute affirmative qu'elle soit, Socrate compte bien considérer la proposition delphique comme une énigme. Que Socrate soit le plus sage des hommes, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire au fond ? Notre philosophe entreprend ainsi de résoudre cette question en menant une enquête auprès des Athéniens, et parmi ceux-ci, ceux qui ont le plus de réputation de sagesse, comme les politiques, les orateurs, les poètes et toutes sortes de gens de métier. Or, à chacune de ces rencontres, Socrate s'aperçoit que la sagesse que ses interlocuteurs pensent détenir et que leurs congénères leur accordent complaisamment en les reconnaissant comme sages, il s'aperçoit que cette sagesse n'est pas réelle. Ce moment est important car Socrate, fidèle à lui-même, tente de démêler une difficulté en opérant une série de distinctions. La première de ces distinctions consiste à distinguer la réputation de sagesse de la sagesse réelle. Par expérience, on sait tous qu'il est possible de gravir les échelons de la reconnaissance sociale en usurpant les qualités humaines et les compétences qui sont censées être le fond de cette reconnaissance. Dans quelque domaine que ce soit, on connaît tous l'existence d'usurpateurs et la réalité des conséquences néfastes dont ils sont responsables, à plus forte raison lorsque leur domaine de compétence touche à la chose publique. En revanche, le désir de posséder une sagesse réelle que Socrate oppose à celui d'en acquérir la réputation, premier désir qu'il compare à un remède par rapport à une maladie,
mérite une petite explication. Ce que Socrate constate en dialoguant avec ses interlocuteurs, c'est qu'ils sont persuadés que le savoir qu'ils détiennent en chacun de leurs métiers particuliers est suffisant pour couvrir tous les champs utiles de savoir relatifs à la conduite de la vie et surtout à la chose politique. Chacun, parce qu'il exerce son art à la perfection, se persuade d'une sagesse achevée pour le reste et surtout pour les choses qui ont le plus d'importance. Ce qui n'est pas le cas de Socrate. Celui-ci, en effet, s'applique rigoureusement à faire le partage entre les choses qu'il sait et celles qu'il ne sait pas, et à propos desquelles il est nécessaire de se poser des questions. Quelles sont ces choses ? La vie, la mort, la justice, le rôle à tenir dans la communauté, la formation à suivre pour le tenir le plus dignement et le plus intelligemment possible, les conséquences de ses pensées et de ses actes, les attitudes à adopter en telle ou telle circonstance comme le courage, la tempérance, la prudence, la sagesse, etc. Relativement à toutes ces questions, ces interlocuteurs ne sont absolument nulle part, car ils se contentent de leur état, de leur possession, de leur savoir spécifique, bien qu'ils aspirent tous à davantage de reconnaissance sociale pour le bien qu'ils estiment rendre à la cité. Non seulement ils méconnaissent la manière de traiter chacune de ces questions, mais ils ne semblent même pas en soupçonner l'existence. Ils croupissent dans un état misérable de double ignorance. Ils ignorent qu'ils ignorent. Ce qui, aux yeux de Socrate, est le pire des états, comparable à la mort, sinon à un profond sommeil. Mais c'est alors qu'il comprend l'affirmation de la Pythie selon laquelle Socrate est le plus sage des hommes. C'est alors que, du même coup, la notion de sagesse réelle qu'il oppose à la réputation de sagesse s'éclaire. C'est alors enfin qu'on comprend toute l'urgence et l'importance de désirer la première, c'est-à-dire la véritable sagesse, tout en se défiant comme de la peste de la seconde. La sagesse de Socrate consiste simplement à faire rigoureusement le tri entre les choses qu'il sait et les choses qu'il ne sait pas, sachant de plus qu'il ne pourra jamais détenir, concernant ces dernières, un savoir systématique, définitif et absolu. Et c'est là que se manifeste la grandeur du philosophe et la fécondité de son art authentiquement politique, art qui consiste à se maintenir fermement et humblement au milieu de questions qui ne peuvent être définitivement résolues, et ce tout en invitant chacun à le rejoindre afin de gagner ensemble en intelligence et en force de vie. Car c'est à la mesure de la difficulté et de la complexité des questions qu'on se pose que se mesurent et croissent en chacun de nous ces qualités humaines nécessaires à la vie, à savoir humilité et intelligence tout à la fois. L'une ne va pas sans l'autre. Voilà en quoi consiste la sagesse réelle, la question. C'est dans son impossible résolution que la question fait grandir celui qui se la pose, ou plutôt fait grandir la part de lui-même qui est la plus importante pour vivre tout le reste, son esprit. En revanche, c'est dans la volonté de clore des questions qui ne peuvent être jamais définitivement résolues que l'homme prend le risque d'atrophier cette part spirituelle de son existence, et ainsi de vivre misérablement, se rendant ainsi incapable d'opérer la moindre hiérarchie dans l'ordre des besoins qui lui sont les plus essentiels. Pour Socrate, l'exemple le plus probant de l'état de double ignorance dans lequel se trouvent les hommes, surtout ceux qui font de la bonne réputation leur cheval de bataille, demeure la peur de la mort. Ceux qui ont peur de la mort la craignent parce qu'ils sont intimement convaincus qu'elle est un mal définitif.
Ils pensent ainsi pouvoir détenir sur la mort un savoir tout aussi définitif, puisqu'ils sont définitivement convaincus du mal qu'elle produit. On la craint, dit-il, comme si on savait parfaitement qu'il n'y a pas de plus grand mal. Et cela, comment ne pas y voir cette ignorance justement qui est répressible, celle qui consiste à s'imaginer savoir qu'on ne sait pas. Ultimement, Socrate lève toute appréhension concernant la mort par ce seul fait que l'homme, à lui seul, n'est absolument pas en mesure d'énoncer la moindre vérité certaine à son sujet. Cependant, c'est grâce à ce courage philosophique qui consiste à se frotter à la mort en faisant tout d'abord l'objet d'une question, qu'un ordre de valeurs surgit et qu'une hiérarchie salutaire dans l'ordre des besoins voit le jour. De fait, si l'homme Socrate reconnaît être incapable de se former un savoir suffisant sur ce qui se passe après la mort, ce qu'il sait au plus profond de lui, c'est que commettre l'injustice, ne pas reconnaître ce qui vaut mieux que soi, Dieu ou aussi bien homme, est un très grand mal et quelque chose de très laid. De cet ordre de valeurs effectué surgit une hiérarchie dans les besoins à satisfaire. Je me permets de citer à nouveau ici les propos de Socrate, dont il ne faut jamais se lasser, ni de lire, ni d'écouter, ni de répéter. Athéniens, je vous salue bien et je vous aime, mais j'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous. Jusqu'à mon dernier souffle, et tant que j'en serai capable, ne vous attendez pas que je cesse de philosopher, de vous adresser des recommandations, de faire voir ce qui en est à tel de vous qui, en chaque occasion, se trouvera sur mon chemin, en lui tenant le langage même que j'ai coutume de tenir. Ô le meilleur des hommes, toi qui es un Athénien, un citoyen de la ville la plus considérable, de celle qui, pour le savoir et la puissance, a le plus beau renom, tu n'as pas honte d'avoir le souci de posséder la plus grande fortune possible, et la réputation, et les honneurs, tandis que de la pensée, de la vérité, de l'amélioration de ton âme, tu ne t'en soucies point et n'y penses même pas. Nous y voici. Socrate opère une seconde distinction, à nouveau capitale pour la conduite de l'existence. Après avoir posé la question de la mort, il pose la question de la vie. Qu'est-ce que la vie ? Comme à l'accoutumée, il ne va pas donner une réponse définitive et systématique, mais simplement une grille de perception utile pour la conduite de chacun. Selon ces derniers propos, la vie peut se percevoir selon 3 dimensions. Il y a tout d'abord la part économique de l'existence, ce à quoi renvoie le terme de fortune. Cela dit, pour un grec ancien, l'économie ne se limite pas seulement à la somme des capitaux financiers qu'on possède. Elle s'étend plus largement à la part matérielle de l'existence qui requiert un soin particulier de nos possessions et avoirs à notre corps. Tout cela regarde cet art qui s'appelle l'économie. En grec, oikos nomos, c'est-à-dire les lois de la maison, de la demeure ou des ressources qu'on possède. La deuxième dimension de l'existence dont il faut tenir compte selon Socrate est évoquée par les mots de réputation et d'honneur, mots qui semblent parler d'eux-mêmes, mais soulèvent néanmoins quelques lourdes difficultés qu'il sera utile d'analyser en temps voulu. Toujours est-il que le désir d'honneur et de réputation, bien loin d'être un mal en soi, est tout au contraire une nécessité vitale. Qui, en effet, ne voudrait pas se rendre utile à sa communauté et, comme tel, se voir reconnu par celle-ci? Socrate plus que tout autre. Le mal provient du fait de la précipitation de la plupart des hommes qui visent d'abord à ce que leurs congénères les reconnaissent et les admirent même,
avant même qu'ils ne songent sérieusement au bien qu'ils pourraient leur rendre. Qui dit précipitation dit bien souvent manque de réflexion et de prudence, aveuglement. C'est la raison pour laquelle il apparaît urgent et impérieux de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Enfin, Socrate distingue cette part de l'existence de l'homme qui renvoie à ce qu'on peut englober sous la notion d'esprit ou d'âme. En d'autres termes, la part spirituelle de la vie de l'homme qui comprend sa pensée, la vérité, l'amélioration de son âme, la gestion aussi de ses désirs de fortune et de gloire, désirs qu'il faut à tout prix maintenir en bride pour ne pas les voir submerger et subordonner la part réflexive, la seule capable de prendre les bonnes décisions en toutes circonstances. Économie, réputation et esprit. De laquelle de ces trois dimensions faut-il se soucier qualitativement et quantitativement pour se rendre utile à soi et aux autres? La question se pose encore urgemment de nos jours, nous qui avons drastiquement réduit la vie à sa seule part matérielle et au seul souci de la gestion des ressources économiques. Le raisonnement qui, depuis la Renaissance, a eu le vent en poupe, celui formulé par Bodin, par Machiavel et par tout homme adoptant le nom de savant pour se voir reconnu parmi les hommes, aboutit au postulat selon lequel il faut accorder à la part économique de l'existence ses premiers soins, reléguant la connaissance et l'entretien des autres désirs à plus tard, jusqu'à ce qu'on en oublie leur existence, pourtant irréductiblement nécessaire. Nous avons été conduits, sur la base de ce raisonnement et de ce postulat, à faire de l'économie une fin en soi. Or, c'est ici que la pensée la plus commune, la doxa, aboutit à des conséquences infiniment paradoxales. Car qui peut expliquer que c'est en subordonnant toutes les pensées et toutes les actions humaines aux seules activités économiques, c'est-à-dire celles qui sont censées gérer la part matérielle de l'existence, que c'est en faisant croître ces ressources matérielles indéfiniment, et ce jusqu'à accumuler une quantité d'objets en tout genre, quantité absolument pharaonique et historiquement sans précédent, que c'est finalement en faisant de l'économie une fin en soi, que la catastrophe arrive en cette dimension précise de l'existence qu'est l'économie. Ironie du sort, c'est là où nous avons placé toute notre espérance, tous nos désirs et tous nos rêves, ainsi que toutes nos capacités et toute notre intelligence. C'est précisément à cet endroit que notre vie se voit menacée décisivement. Il est temps maintenant de reconsidérer ce choix à la fois éthique et politique qui consiste à faire de l'économie le seul ressort de l'existence humaine et à la replacer à son rang, non pas de fin en soi, mais de moyen pour autre chose de plus grand. Il est temps maintenant de se rappeler au bon souvenir de Socrate qui avait très judicieusement compris à quelle part de l'existence il fallait accorder ses soins pour vivre, si ce n'est heureux, du moins, le moins malheureusement possible. Je te laisse, ma fille, méditer ces quelques réflexions socratiques pour réfléchir à ta vie et au sentiment d'utilité qui, comme tout homme ou toute femme, t'anime. Lors de chacune de tes activités, n'oublie pas de bien discerner à quelle part de ton existence chacune d'elles se destine. Laquelle t'apprêtes-tu à nourrir, à fortifier ou à affermir? Tes besoins économiques, ton besoin de reconnaissance, ou bien ton intelligence grâce à laquelle tu parviens à comprendre et à modérer si nécessaire ces deux premiers types de besoins. N'oublie pas, mon Antonine chérie, de répondre à cette question pour ne pas sombrer dans l'aveuglement et le déni, pour ne pas être tenaillé par une irrépressible panique qui ne fera que te précipiter dans l'abîme. Songe-y, et pour toi, et pour tes proches, et pour l'humanité.